Moi, ma vision, elle est claire et depuis le lancement de Livy, mais en même temps, si on ne croit pas en ses rêves, personne ne va y croire. Ouais. Moi, c'est vraiment de devenir le leader sur la lingerie de luxe au travers le monde, donc avec bien sûr des étapes. Déjà, on est leader sur son marché, après on le devient sur son continent, et après, bien sûr, on conquiert le monde. Livy, c'est vraiment devenu une marque globale, une marque 360. Voilà, je sais que ma vision, c'est la bonne, mais en tout cas, quand on est convaincu, on en parle beaucoup aussi avec mes associés. Donc, je connais toute l'histoire de la lingerie, j'ai beaucoup d'archives. Mon rêve, c'est d'en faire vraiment un musée, une exposition, de pouvoir aussi partager ça avec les autres. Alors ma première question portera sur l'évolution de la créativité. Je crois personnellement que la créativité est essentielle pour maintenir une forme de pertinence dans un marché qui est en évolution rapide. Comment tu fais pour nourrir ta créativité ? Est-ce que tu as des astuces assez concrètes de rituels, d'habitudes qui te permettent toi de rester inspiré ? La créativité, on a plusieurs clés d'entrée. Moi, je sais que je m'inspire de tout. Ma plus grande inspiration, c'est comme la femme en général. J'adore regarder la manière dont elle évolue. Je suis une grande collectionneuse de lingerie, donc je m'inspire de l'histoire. Et je pense qu'on est bon dans ce domaine en termes de créativité quand on en a la culture. Donc je connais toute l'histoire de la lingerie, j'ai beaucoup d'archives. Mon rêve, c'est d'en faire vraiment un musée, une exposition, de pouvoir aussi partager ça avec les autres. Et vraiment, la créativité, c'est essentiel aujourd'hui. Je pense qu'une marque ne peut pas réussir sans une vraie stratégie de différenciation et de pouvoir innover, d'apporter des nouvelles choses. Mais malgré ça, c'est toujours une nuance entre tradition, ce qu'on connaît, et innovation. Et ça, c'est vraiment ce contraste qui est très important dans tout ce que je fais en termes de création. Mais justement, quand tu es dans le rush, dans une journée où c'est le rush, que tu es dans la production, tu manages beaucoup de personnes. Tu as combien d'employés déjà aujourd'hui ? On est 120 aujourd'hui. Vous êtes 120 collaborateurs. Comment tu arrives à prendre ce moment justement tu gères un business, tu es une entrepreneur, oui. Mais tu es aussi une directrice artistique. Comment tu prends ce temps justement ? Ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est quand même... Enfin, c'est compliqué d'être créatif, on a des deadlines, et les deadlines, quelque part, en même temps, tuent la créativité parce qu'on est là, ouais, je dois rendre ma collection, j'ai pas du tout terminé. Et en même temps, sans deadline, on prend notre temps, on boucle jamais. Donc, les deadlines sont à la fois un avantage et un inconvénient. Je me book carrément des journées de créa où on fait que ça. Et souvent, c'est quand même plutôt le week-end. Parce que la semaine, le quotidien, c'est plus compliqué. On essaye, j'ai vraiment une super équipe créative, une directrice artistique avec qui je travaille depuis 15 ans, qui est vraiment source d'inspiration et qui m'accompagne et qui me challenge vraiment au quotidien. Et j'ai aussi une directrice du style qui est là, avec qui on travaille ensemble vraiment sur le produit. Et c'est vraiment ces deux personnes qui m'accompagnent et qui me permettent vraiment de me donner des temps, qu'on cale ensemble. Mais c'est vrai que on voudrait toujours avoir plus de temps et on essaye de se créer des voyages aussi sur lesquels on peut partir, des voyages d'inspiration. On part toujours de quelque chose, on part jamais de rien. En fait, la création, c'est on part de quelque chose et on transforme l'idée et on l'amène plus loin. Mais c'est vrai qu'on part pas comme ça d'une page blanche en se disant « Ok, qu'est-ce que je fais aujourd'hui ?» Non, ça n'existe plus, quoi. Ok, et tu as un agenda type, ça veut dire est-ce qu'il y a des choses que tu suis, tu te dis est-ce que lundi, mardi je vais faire ça ? Je déteste les agendas types et même les rendez-vous avec mes équipes, je préfère dire voilà, je suis là aujourd'hui, j'ai une plage horaire entre temps et temps et je viens vous voir. Ok. Voilà. En fait, j'adorerais avoir des agendas. Alors, à part évidemment les grosses réunions importantes, tout là, il faut les caler. Mais finalement, quand on les tient pas, je trouve ça hyper frustrant pour les autres. Et du coup, je préfère me dire, on donne des plages horaires, on essaye de se caler dedans. Okay. Et après, on rentre au maximum. On sait quand on commence, on sait jamais quand on arrête. Mais D'accord. Parlons de vision stratégique. Moi, j'encourage souvent mes clients à définir une vision claire avant de commencer à parler d'objectifs à court et moyen terme. Tu as ouvert une nouvelle boutique à Saint-Germain-des-Prés. À Passy, tu es sur des axes principaux. Quelle est la stratégie justement de Livy dans les prochaines années ? Déjà, moi, ma vision, elle est claire. Et depuis le lancement de Livy, alors ça pourrait paraître un peu ambitieux, mais en même temps, si on ne croit pas en ses rêves, personne ne va y croire. Tout à fait. Moi, c'est vraiment de devenir le leader sur la lingerie de luxe au travers le monde, donc avec bien sûr des étapes. Déjà, on est leader sur son marché, après on le devient sur son continent, et après, bien sûr, on conquiert le monde. Donc ça, vraiment, ma mission, elle est claire. Et aujourd'hui, c'est aussi accompagner les femmes, leur donner confiance en elles. Et j'adore les rencontrer. Une amie nous présente, dit « Ah, c'est la fondatrice de Livy. Ah, Livy, j'adore !» Et je me dis, quand j'entends ça, vraiment, c'est ce qui me motive aussi à continuer et de me dire
bon, ok, je crois que j'ai quand même apporté quelque chose de nouveau, en tout cas sur ce secteur de la lingerie. Et moi, dans ma stratégie aujourd'hui, c'est de me dire, la lingerie, finalement, elle a vraiment évolué. On porte plus un soutien-gorge pour un produit fonctionnel qu'on pouvait avoir avant. Ça veut dire que la femme, aujourd'hui, est complètement libérée de ce tic-tac. Avant, la fonctionnalité d'un soutien-gorge, c'était de maintenir la poitrine. Aujourd'hui, si on en porte un, c'est parce qu'on trouve ça beau. C'est parce qu'on a envie, c'est comme une bague, on a envie de la porter parce c'est un bijou. C'est un bijou. Et c'est vraiment là-dessus où j'ai envie d'aller. Donc, Livy, c'est vraiment devenu une marque globale, une marque 360. Oui, tu ne fais pas que de la lingerie, d'ailleurs. Et j'utilise justement tout ce savoir-faire de la lingerie que j'apporte sur des bodys, sur des pièces de prêt-à-porter, mais il n'y a plus vraiment de limite entre ce qu'on porte. Quand on dit lingerie, initialement, c'est plutôt du dessous, et nous, on porte plutôt on crée en tout cas, plutôt une lingerie qui se porte dessus. Et après, bien sûr, j'ai aussi une extension de la gamme vers des produits plus sexy, mais c'est toujours quelque chose qu'on montre, alors soit dans l'intime, soit à l'extérieur, soit du prêt-à-porter, soit du maillot de bain, mais on est vraiment plus sur, on est plus ce qu'on appelle du dessous. Aujourd'hui, on est de la lingerie vraiment qu'on porte au-dessus. D'accord. Et quand tu es face à des périodes de changement, comme aujourd'hui, comment tu fais pour rester justement fidèle à tes valeurs et à cette vision que tu as préétablie? J'ai pas peur en fait, et de me dire voilà, je sais que ma vision c'est la bonne. Je sais que c'est la bonne. Des fois, elle est challengée, heureusement, et il faut tomber pour la faire évoluer. Mais en tout cas, quand on est convaincu, on en parle beaucoup aussi avec mes associés. Même si je suis la fondatrice et la présidente de la marque, j'ai quand même la chance d'avoir un super board autour de moi qui me challenge et au quotidien et qui m'accompagne, à emmener Livy là où on a envie de l'emmener. Mais je crois qu'il n'y a rien de pire que d'avoir une stratégie, d'à peine attendre les résultats, de changer de voie. D'à peine attendre les résultats, de rechanger de voie et de jamais aller au bout de ce qu'on a envie d'aller, quoi. Alors après, bien sûr que si on commence à avancer, qu'on va dans le mur, évidemment qu'il n'y a rien de pire que parce qu'on a imaginé un potentiel, qu'on a énormément investi dans ce potentiel, qu'on voit qu'on s'est trompé dans le potentiel, mais on se dit j'ai tellement investi, c'est un peu comme dans sa vie aussi perso, hein, j'ai tellement investi que du coup je continue dans ce potentiel et que je vais dans le mur. Non. Si on se dit, waouh, j'ai vu un potentiel, mais je vais se tromper de potentiel, c'est le moment où il faut ajuster. Il n'y a rien de pire qu'une stratégie où on voit qu'on va dans le mur et on continue d'y aller parce qu'il y a trop d'investissement. Non, mais en tout cas, quand on est convaincu, on peut y aller et il y a un boulevard devant nous, je pense qu'il faut suivre sa route et surtout pas abandonner, quoi. Tu es justement, quand tu dis je suis super bien entourée, je commence quand même à te connaître, je sais que tu es une femme qui a confiance en toi. À quel moment tu te dis, ok, je vais aller questionner mon entourage pour voir si justement je suis sur la bonne voie? Comment tu fais justement pour avoir tout le temps? Tout le temps. Tout le temps. Quand quelqu'un me dit ouais, t'es partie chez Livy, t'as eu l'expérience, comment ça s'est passé? J'ai besoin de progresser. Justement, je pense que plus on est senior et plus on sait qu'on sait pas. Et plus on est junior, et plus on croit qu'on sait tout, et on est donneur de leçons. Donc vraiment, là, j'essaye de me positionner en me disant comment je peux apprendre, qu'est-ce qui peut encore me faire grandir. Et mon idée, c'est de grandir tous les jours, de pouvoir m'améliorer tous les jours et surtout de pouvoir faire au même titre grandir la marque. Parce que souvent, on parle de la raison d'être de l'entreprise, mais la réalité, c'est que quelle est la raison d'être de l'entrepreneur pour accompagner la raison d'être de l'entreprise. Donc les deux, finalement, j'écris mon manifesto Livy, je me dis waouh, c'est moi. Finalement, ça me représente aussi. Donc quand on incarne une marque aussi fortement, c'est important de se poser aussi les bonnes questions pour soi et de voir où on veut tous aller ensemble, quoi. C'était justement ma prochaine question, parce qu'on parlait de vision claire. Au-dessus de la vision claire, il y a justement la mission la plus profonde. Oui. La mission d'une marque, d'une entreprise, c'est la mission de celui qui l'a créée. Quel est l'héritage en fait que tu veux justement laisser à travers Livy, et quelle est la mission la plus profonde de Livy, et comment, si tu veux, dans ton quotidien, tu le marques dans tes actions, dans tes décisions? Moi, ma mission aujourd'hui, c'est vraiment de donner confiance aux femmes, qu'elles se sentent sensuellement libérées, et je rajoute, si elles ont envie. Ça veut dire que si elles ont fait le choix de le faire, pas parce que leur mec leur dit, ou leur copine leur dit, ou qu'elles sont dans un environnement et qu'elles n'ont pas envie, so what? Ok, il n'y a pas de problème, personne n'est obligé. Okay. Mais à partir du moment où c'est déjà rentrer chez Livy, c'est déjà quand même un acte d'engagement, hein, d'avoir envie, de porter de la belle lingerie, de se sentir bien, de porter un produit qui nous mette en valeur, qui mette en valeur notre corps. Donc à partir du moment où la femme a envie, moi j'ai envie de pousser, de l'accompagner. Je suis pas sur...
Livy, c'est pas une marque qui va accompagner, qui va coacher la débutante, qui se sent pas très bien dans ça. C'est justement, ouah, ça y est, j'ai envie, j'y vais. Et comment on peut aller chercher toujours plus et encore plus et avoir confiance en soi. Et moi, je pars du principe quand même que dans sa vie, on a une énergie positive, attire l'énergie positive, on se sent bien, on attire envers soi des gens qui se sentent bien. Et c'est comme ça que du coup, on se construit aussi vers la direction où on a envie d'aller, quoi. Quand tu parles de confiance en soi, beaucoup de personnes pensent que la confiance en soi, c'est quelque chose qui est inné et que soit tu l'as ou tu l'as pas. Moi, je pense pas que ce soit vrai. Je pense que c'est une compétence qui peut s'acquérir. C'est comme un muscle. Oui. Donc, si tu le travailles, en fait, il va devenir ton meilleur Il faut allié. travailler sur soi, quoi. C'est ça. Justement, comment tu fais pour le maintenir ? Quand tu l'as, comment tu fais pour le maintenir, en tout cas pour le protéger ? Alors après, la confiance en soi, c'est... la confiance en soi, oui. Enfin, moi, j'ai confiance en moi, je crois. C'est pas vraiment une question que je me pose. Mais en tout cas, j'essaie de travailler sur moi pour juste pour être bien, heureuse. Et c'est ce qui t'apporte ta confiance en soi. Les gens ressentent... Généralement, enfin, moi, il paraît qu'on lit à livre ouvert sur moi. Souvent, je ne sais pas cacher les choses. Je suis plutôt assez transparente. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais Oui. Je suis plutôt assez transparente sur les sujets. Les gens se trompent réellement sur qui je suis. Et c'est un peu, je pense, une force aussi parce que je suis plutôt dans la transparence. Donc voilà, j'ai des doutes, comme tout le monde, sur certains sujets. Mais quand je les exprime et j'essaye en tout cas de les corriger et tant que je sais pas et quand je sais quoi. C'est ça le créatif, c'est voilà, des fois j'arrive pas à valider des choses, je me dis non mais là je le sens pas, non mais là je le sens pas, et chaque fois que j'ai validé un truc parce que j'avais une deadline et que je le sentais pas, ça l'a pas fait. Mais à un moment donné, quand on sait, c'est comme la création, quoi. Il y a un produit, non mais là il est toujours pas bien le produit, non mais là je peux pas le valider, tant pis on le décale d'une saison, mais là je peux pas le valider. Et souvent on me dit ouais tu changes tout le temps. Je sais pas que je change. Si je le sens pas, ça sert à rien de le faire. On va faire un produit qui a pas marché, ça c'est complètement ridicule. Et du coup voilà. Et en tout cas voilà, j'ai ce truc, c'est quand je sais. Mais après je peux me tromper, hein. Oui, bien mais sûr. en tout cas ça déclenche quelque chose. Ok. Quand il y a un doute, il y a pas de doute. Mais tant qu'il y a le doute, tu continues à chercher. Oui, il y a une forme quand même, une appétence aussi d'être assez curieux, de continuer à chercher, de pas être fermé. C'est essentiel d'être curieux, de se remettre en question tout le temps. Enfin, c'est pour ça que la confiance en soi, où elle commence, où elle s'arrête. Faut pas non plus un excès de confiance. Et là, on va aussi dans le mur, quoi. Faut quand juste tu es trop sûr de toi, tu vas. De toute façon, c'est comme tout. Les extrêmes sont pas bons, jamais d'ailleurs. Et c'est toujours trouver la juste équation entre tout. On parlait tout à l'heure de contraste entre tradition, innovation, entre voilà, il faut trouver vraiment le juste milieu entre tout et la juste équation dans tout ce qu'on veut faire, quoi. Et être agile, justement. Exactement. Résilience, agilité et organisation. Parce qu'une start-up, au début, elle est agile. Et à un moment donné, si on veut grandir, on est obligé de passer par l'étape organisation, process. Parce que sinon, voilà, c'est comme tout. Les extrêmes, ça marche pas dans tout. Et à un moment donné, nous, à vouloir d'être trop agile, on va aller dans le mur. Donc, on est obligé de passer. On est dans un virage, là. 6 ans après la création de Livy, où il faut qu'on se processe, qu'on s'organise, qu'on prenne un directeur général. Enfin... Pour parler résilience, on est dans une conjoncture qui est quand même un peu compliquée avec les défis géopolitiques, la transition écologique, l'arrivée de l'intelligence artificielle. Est-ce que... Mais moi, j'adore l'intelligence artificielle. Ouais, tu en fais ton allié. Oui. Il y en a qui en ont peur et en fait... Pas du tout. Hein. D'accord. Justement, je voulais avoir... Faut pas aller contre... Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que tu l'utilises ? Est-ce que tes équipes l'utilisent aujourd'hui ? On tente plein de choses, on essaye plein de choses, on s'amuse avec. C'est ça. De toute façon, je veux dire, quand on se fait plaisir, les gens le sentent et après, on sent qu'il y a eu du plaisir en créant telle ou telle chose. Et voilà, c'est différent, c'est innovant. Et non, on s'amuse avec. Non, au contraire, c'est... Tu te sens pas en danger ? Pas du tout. Est-ce que tes équipes... Pas du tout. Nous, elle nous aide énormément sur des argus produits, sur des punchlines, sur ce genre de choses. C'est vraiment important. Enfin, je suis plutôt une créative sur le produit,
un peu moins dans l'écriture, dans tout ça. Bon, l'intelligence artificielle m'a apporté énormément là-dessus. Après, même dans la création, avec les stylistes, on s'amuse à se dire, OK, crée-nous un produit mixé entre Stark et un soutien-gorge. Qu'est-ce que ferait Stark mixé avec monsieur Yves Saint-Laurent? Et l'intelligence artificielle nous sort une photo de dingue. Et bien sûr, après, on retravaille. Tu l'as utilisé ? Oui, on l'a déjà utilisé plein de fois sur des choses comme ça. Et moi, j'adore, comme tu le sais depuis le début, m'inspirer de l'architecture, de l'immobilier. J'ai créé mes premiers soutiens-gorge à partir d'une chaise, de la chaise Oui, de la chaise. Voilà, que j'ai chez moi d'ailleurs et que j'adore. Mais voilà, du coup, on peut aller tellement encore plus loin. Ça peut tellement nous pousser, mais même je l'utilise dans mon perso, l'intelligence artificielle, sur des sujets avec ma fille. Voilà, comment dois-je réagir à telle réaction? Enfin voilà, c'est sur plein de choses. Donc non, moi je trouve que jamais j'irai contre et on peut ce genre de progrès. Avec l'intelligence artificielle. Et en plus, ça crée des emplois. Enfin, je veux dire, ça crée des nouveaux emplois. Souvent, les gens ont peur. Enfin, avec la marque Undies avec laquelle je travaillais avant, on a fait un shooting avec l'intelligence artificielle, mais on a travaillé avec des photographes pour nous aider sur la lumière, pour les indications de ce qu'on a demandé. On a travaillé sur plein de choses. Et finalement, le budget était le même, sauf qu'on a utilisé l'intelligence artificielle et qu'on a fait des choses qu'on n'aurait jamais pu faire si on ne l'avait pas utilisé. Avec ce temps-là. Vous avez aussi gagné du temps. En termes de productivité, tu gagnes beaucoup de temps et tu développes aussi en termes de compétences. Tes équipes, elles se développent. Exactement, elles sont beaucoup plus compétentes. On se développe et on va encore plus loin. Donc non, je trouve que c'est l'avenir en fait. Super. Et alors, sur la partie un peu plus challenging, le retail, ça a été compliqué ces dernières années. Oui. Est-ce que tu peux nous partager un défi auquel tu as dû faire preuve de résilience face à un obstacle majeur et comment justement face à cet obstacle, ça t'a renforcée, ça t'a rendue encore plus forte, toi et Livy? Nous, on a quand même le Covid, une marque qui était lancée depuis 3 ans, sur laquelle on a dû fermer tous nos magasins. Donc ça, c'était quand même un vrai défi, mais qui dit crise des opportunités. Du coup, on a renforcé notre digital, chose là où on n'était pas vraiment super fort. Ça nous a permis d'apprendre plein d'autres choses, de travailler différemment. Donc ça a été vraiment, enfin, je crois, l'un des plus gros défis. Aujourd'hui, mon nouveau défi maintenant, c'est de vraiment déployer la marque au travers le monde. Là où aujourd'hui, on est en France, on est en Angleterre, en Suisse, en Italie. Oui, chez Harrods en Angleterre et on a une boutique aussi. Maintenant, c'est voilà, comment aller aux États-Unis, comment se développer aux États-Unis. On a eu la chance de faire un gros partenariat avec Victoria's Secret qui nous a permis d'avoir déjà une belle communauté et qui nous attend vraiment là-bas, de pouvoir tester le marché aussi. On a testé dans 17 Victoria's Secret, un peu en marque blanche, mais pour voir quel est l'attrait de la marque, la réaction au prix, la direction au style. Et on s'est rendu compte qu'on était vraiment une marque 360 dans le sens où on avait les mêmes bestes, parce que finalement, la clientèle des capitales, elle écoute la même musique, elle va voir les mêmes films au cinéma, du coup, pourquoi elle n'achèterait pas les mêmes marques? Et souvent, les gens font beaucoup d'adaptations, et moi, je pense que la force, c'est d'arriver avec son ADN, et sa force, c'est de l'imposer, comme on l'a fait à la création de Livy en France. Et c'est comme ça c'est vraiment mon gros challenge sur lequel, il faudra que j'ai de la résilience. Je sais que ça va pas être si facile, mais je vais rien lâcher, quoi. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Les nouvelles attentes des consommateurs. Alors, c'est transparence, durabilité, personnalisation accrue. Comment tu intègres justement les pratiques de durabilité dans la production de tes collections et surtout, comment tu fais face à ce défi dans cette transition? Alors, déjà, quand on est une marque quand même haut de gamme, on est déjà de toute façon beaucoup plus durable que toutes les marques mass market. J'entendais la créatrice de Vestiaire Collectif qui expliquait que justement, elle participait énormément à ça avec les marques de luxe. Quand on achète une marque de luxe, on l'achète, on met le prix, donc on en prend soin, on la garde longtemps. Quand on achète un produit dans le mass market, parfois on le porte même pas. C'est du jetable. Ça pollue les plages en Afrique et du coup, c'est un vrai problème. Bon, déjà, quand on est une marque haut de gamme, on sait déjà qu'il y a une vraie conscience en achetant ce produit et on met de l'argent, donc on en prend soin. Et après, nous, aujourd'hui, on a une gamme de haute lingerie qu'on produit en France. Après, c'est vrai que moi, j'ai quand même une grosse part de production Asie parce que, alors souvent... les gens ne connaissent pas forcément la Chine. Et en Chine, on peut toujours trouver, toujours moins bien, toujours moins cher. Mais quand on travaille dans de très belles usines, je connais pas mieux, en fait. C'est le meilleur fabricant au monde. Et si je veux offrir le meilleur produit au prix le plus acceptable pour ma cliente, aujourd'hui, je ne sais pas où produire ailleurs qu'en Asie sur de la lingerie. Alors bien sûr, sur toutes les pièces de prêt-à-peu, c'est beaucoup plus facile. Mais vraiment sur du produit lingerie,
C'est vraiment là-bas où justement on a... Alors après, on a les plus belles usines de Chine, hein, mais en tout cas, c'est vraiment là-bas où on peut vraiment proposer la meilleure solution. Et est-ce que ça t'a obligé à augmenter tes prix justement pour répondre à ces pratiques de durabilité, ou tu as pu rester dans tes prix depuis 2017? Est-ce que tu... Alors, on a augmenté nos prix parce qu'on propose un produit avec plus de valeur ajoutée et on se rend compte qu'on a vraiment une cliente qui est prête à payer plus pour avoir encore plus beau. Après, nous, nos matières, la plupart de nos dentelles sont françaises. On utilise énormément, voilà, même les micros maillots de bain sont italiennes. On a des dentelles et des broderies suisses. Donc ça, c'est important pour moi. Et oui, on a dû augmenter un peu nos prix, mais plus pour suivre un produit qui a aussi vraiment progressé dans ce qu'on propose. C'est-à-dire que notre mix produit a évolué, on propose de plus en plus de body avec le soutien-gorge intégré, donc forcément le prix d'un body est plus cher que le prix d'un soutien-gorge. Donc c'est en ça que mes prix ont augmenté aussi. D'accord. Quelles sont pour toi les nouvelles attentes des consommateurs en 2024 ? Et comment tu fais aussi pour t'adapter ? Alors, on entend souvent, oui, c'est la crise, c'est difficile. Moi, en tout cas, dans la femme à laquelle je m'adresse, le pouvoir d'achat n'a pas vraiment changé. N'a pas vraiment changé. Les gens, en tout cas, dans ma clientèle, les gens ont encore de l'argent. Mais souvent dans le luxe. C'est le mood qui est pas bon, en fait. C'est pas le sujet de dire crise, pas crise. C'est plus que le mood est pas bon, donc les gens consomment moins. L'incertitude, okay. Donc les gens consomment moins. Et quand ils consomment, faut que ce soit waouh. Faut que ça leur apporte quelque chose. Et aujourd'hui, ce qui est essentiel dans une marque, c'est certes le produit, mais c'est aussi ce que la marque dégage, l'émotion, l'expérience qu'on peut vivre. Okay. Et c'est vraiment là-dessus qu'on travaille de plus en plus, parce que la marque, un nom, c'est vraiment ce qui qualifie de ce qu'on a envie de dire. Ça véhicule quelque part qui on est. Quand on achète du Livy, voilà, je dis quelque part, je suis Livy. Et c'est là-dessus on veut vraiment accompagner les femmes dans l'émotion que dégage la marque, dans l'expérience qu'on peut avoir dans cette marque, on peut parler d'une expérience commune, hein, d'une amie commune qui porte à une soirée à un body Livy et tout le monde lui dit « Waouh, t'es belle, parce magnifique. Qu'elle a osé porter ce produit. Et voilà, c'est cette émotion-là qui dégage ce que peut vouloir dire la marque. Et c'est ça qui est important aujourd'hui. Il y a un aspect qui est très psychologique derrière. On aborde des sujets très psychologiques parce que oser porter quelque chose, c'est aussi oser se libérer du regard des autres, finalement. Exactement. Donc il y a un vrai travail psychologique. C'est l'acte, mais qui est parlant, qui définit aussi une posture, une attitude, une certaine affirmation de soi. Je m'assume, j'ai confiance en moi et je me libère finalement du regard qu'une femme ou qu'un homme peut porter sur moi. 1, je me libère, et 2, finalement, est-ce que souvent les gens parfois disent moi j'aime être belle pour moi, pour le regard que je me donne à moi-même. Oui, mais moi par exemple j'aime aussi être belle pour le regard des autres, et j'aime aussi me trouver belle dans le regard des autres, d'un homme, de mes amis, à une soirée, de ma famille. Et voilà, tout dépend où on se situe et comme on a envie, et je trouve que c'est important, voilà, c'est aussi ce qui donne confiance aussi, de se tester dans le regard des autres. Alors on a beau dire non, je me teste dans mon propre regard, dans mon propre miroir. Moi perso, j'aime bien aussi me tester à travers le regard des autres, et c'est ça qui est important, quoi. Et comment tu fais justement si tu es face à un regard qui critique ? Justement, est-ce que ce sont tes clientes, ces personnes qui ont peur du regard critique, du qu'en dira-t-on ? On a tous peur du regard critique. Enfin moi j'ai la peur du regard critique des gens que j'admire, des gens qui ne m'intéressent moins ou que je ne connais pas. Enfin, ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent, ça va glisser. Mais de quelqu'un que j'aime ou quelqu'un que j'admire énormément, forcément, je vais écouter son regard critique et ça va me remettre, je vais me poser des questions, et pour du mieux, parce que c'est quelqu'un que j'admire et quelqu'un que j'aime. Donc voilà, forcément pour du mieux. Et c'est ça qui est important. Bon, en parlant d'innovation, à ton avis, quelles sont les innovations les plus excitantes que tu vois émerger dans l'industrie de la mode ? Qu'est-ce que je vois comme innovation sur le produit, tu veux dire, ou l'industrie de la mode, du retail, ce que tu vois arriver sur les prochaines années, qu'est-ce qui est avant-gardiste, ou plutôt les grands défis et opportunités que tu vois arriver
sur Comme les je te prochaines disais années? tout à l'heure, tu vois, je trouve qu'on a été très loin dans toutes les solutions qu'on peut apporter entre digital, magasin. Enfin, on a été sur intelligence artificielle, comment on target voilà, sur le digital ou autre. Je trouve qu'on a été tellement loin dans tout ça qu'il y a une espèce de retour aux sources aussi sur, justement, je vais en boutique, je suis bien Personnalisation. accueillie par quelqu'un qui me dit bonjour, mais avec un sourire, genre je vois qu'elle est contente de m'accueillir. Je trouve qu'il y a une espèce de retour aux sources dans l'expérience, dans se sentir considéré quand je vais acheter un produit qui a quand même un certain budget, dans la façon dont on m'accueille, on a l'expertise du produit qu'on me vend, on me propose tout de suite la bonne taille, on a identifié qui j'étais, on me propose des produits qui correspondent à ce que j'attends. On a, quand tu disais tout à l'heure, la personnalisation, même l'hyper-personnalisation, j'ai un fichier client, on connaît ma taille, on peut m'accompagner, même si quelqu'un vient, tiens, je viens faire un cadeau pour telle personne, ok, je regarde ce qu'elle a essayé, ce qu'elle a aimé, enfin voilà, c'est dans cette hyper-personnalisation où on peut encore aller encore plus loin, d'accompagner les gens, de connaître mieux les gens et de pouvoir justement les servir avec une juste expérience que la personne peut attendre avant et surtout une émotion. On va passer un bon moment. Parce que sinon, si j'ai juste envie d'avoir un produit très très vite, je commande sur Internet, je fais livrer chez moi, je sais qu'en 24 heures, il est là. Et il n'y a pas de sujet. Mais je trouve que c'est vraiment là où les choses évoluent. Sur le luxe, quoi, où j'appelle et je me fais livrer chez moi par un coursier. Enfin, voilà, toutes ces choses-là, pour moi, c'est ça le futur, en fait. Prennent de l'ampleur. Oui. Rectifie-moi si c'est faux. Le chiffre d'affaires de Livy, il est à 50% sur le digital, 50%. Non, C'est nous, quoi on est à 18% sur le digital. Et le reste est en physique. Retail, et en on retail. est en train de développer le wholesale. Okay. Alors le wholesale, c'est plus à travers des master franchises, enfin en tout cas des partenaires qui nous développent des boutiques monomarques dans certains pays. Donc c'est quelque chose qu'on est en train de développer justement pour développer l'inter. Quand tu parles de partenariat, à combien c'est important justement de faire de bons partenariats, des bonnes collaborations? Quel est l'impact dans le développement dans le développement? C'est important parce que quelque part, on lui refile un peu notre bébé pour le développer dans le pays. Donc, pour moi, c'est essentiel d'avoir quelqu'un en qui on peut avoir confiance, qui suit en tout cas ce que j'ai envie de dire sur la marque et qui a la même exigence que moi. Et d'avoir quelque part le leader du pays pour pouvoir développer la marque. Et après, en termes de partenariat aussi, et ça, c'est vraiment ma prochaine étape, c'est tout ce qui est collaboration. On l'a encore pas fait aujourd'hui, collaboration sur le produit. Sur le produit, c'est un vrai levier. Ou dans l'expérience, D'accord. des amis de la marque, ou ce genre de choses. Et pour moi, c'est vraiment important. Quand on est une marque, quelque part, qui est établie, on peut aller très très loin, on peut faire plein de choses. Donc on peut faire des collaborations avec des marques, co-brander des produits. Moi, mon rêve, c'est de pouvoir lancer mon parfum, de pouvoir lancer un jour un motel. De bijoux aussi. Un motel, un hôtel, un bar, un spa. Enfin, je pense qu'on peut faire tellement de choses, une plage. Et c'est vraiment ça pour moi, une ligne de bijoux, bien sûr. Et c'est vraiment ça, en tout cas, une marque qui a réussi. C'est qu'on peut faire beaucoup de choses. Donc, et tu le vois comme un vrai levier de croissance. Une collaboration sur le produit. Tu aurais envie de le faire avec qui, par exemple, aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on est en discussion avec pas mal de marques, donc je vais pas. C'est un peu tôt pour pouvoir en parler. C'est une surprise, mais déjà il y a un partage de communauté qui est hyper importante. Est-ce que ça doit être les mêmes communautés ou pas les mêmes? Non, pas forcément les mêmes. Après, c'est bien de rencontrer notre cliente, donc il faut qu'on ait une approche quand même similaire et une mission aussi assez commune. Mais non, pas forcément exactement la même communauté, mais il faut qu'on rencontre notre cliente à travers la collaboration. Ok. Tu as 25 points de vente? J'ai 25 points de vente. 25 points de vente, justement, quand tu parlais de relations clients, de personnalisation, comment tu fais toi? Là, je te parle d'un sujet qui est hyper important et qui revient assez souvent d'ailleurs de la part de mes clients, c'est la question de leadership inspirant. Comment tu fais pour les faire fédérer, pour les pousser justement à avoir cette culture de la relation client, parce que j'imagine que tu peux pas aller dans toutes les boutiques tous les jours. Comment tu fais pour que justement, tu as dû peut-être à faire intervenir des process? Comment tu fais pour Tu parles des personnes qui sont en boutique Des personnes qui sont en boutique pour que toi, ton leadership, pour qu'il soit inspirant, qu'il leur donne envie de justement de se préoccuper de la cliente, d'avoir envie de travailler, d'avoir le sourire, de chercher à connaître son client. Alors,
moi, je suis très retail. Enfin, mes parents sont commerçants. Je suis née dans les magasins. Donc, du coup, pour moi, c'est vraiment quelque chose de très important. Je passe énormément de temps avec elle. Je trouve que en magasin, c'est un job pas facile. On est debout toute la journée, on bosse le week-end, on bosse la veille des fêtes, parfois le jour des fêtes. On bosse tout le temps. On doit être de bonne humeur tout le temps. On doit être de bonne humeur tout le temps. On est vraiment la dernière étape, en tout cas de la marque, c'est le contact avec la cliente. Et je trouve que c'est un métier qui n'est pas assez reconnu. Et c'est très important pour moi de pouvoir les accompagner, les soutenir, les encourager. J'ai un contact direct avec la majorité des responsables de mes boutiques. Et tu les valorises dans leur position. Je vais les voir, je les aide à résoudre leurs problèmes, je les aide à recruter, parce qu'en ce moment, c'est vraiment très difficile. C'est vraiment difficile de recruter du monde, justement, dans nos boutiques. Donc, on est vraiment là à les accompagner au maximum. Et après, on établit ensemble un cérémonial de vente, on les fait participer, on fait des séminaires 2 à 3 fois par an, où on se regroupe tous pour passer vraiment 2-3 jours, vraiment des bons moments tous ensemble, pour vraiment comprendre et expliquer la marque. Donc... Échec et apprentissage. Je crois que chaque échec est un apprentissage. Est-ce que tu as déjà fait face à un gros échec et qu'est-ce que tu en as tiré comme leçon? C'est super, j'ai oublié tous mes gros échecs, c'est que finalement tu as dû en apprendre. J'ai dû faire face. Oui, j'ai fait... On était en train de lever des fonds au moment du Covid, c'est tombé, on a dû faire autrement. Voilà, ça pour moi c'est quand même un échec parce qu'on aurait pu avoir des fonds qui ont investi et du coup j'ai eu la chance d'avoir des partenaires qui m'ont soutenu et qui m'ont accompagné. Donc pour moi c'était quand même, c'était un peu tôt et je pense que c'était un échec quelque part, mais bon, rebondir, faire autrement, il y a une solution à tout et on avance quoi, parce que si on continue, voilà, je crois que j'ai pas peur de toujours savoir rebondir. Alors peut-être, je sais où je veux aller et je sais que le chemin est sinueux. Donc à partir de là... C'est la définition même de la confiance en soi. C'est que je ne sais pas comment ça va se passer, mais j'ai l'intime conviction que ça va finir par bien se passer vers la fin. Je vais me débrouiller, je vais trouver les solutions qu'il faut pour y arriver. Exactement. Et si tes rêves ne te font pas peur, c'est qu'ils ne sont pas assez grands. Ils ne sont pas assez grands. Exactement. Donc peut-être que les miens ne sont pas assez grands parce qu'ils ne me font pas encore assez peur. Tu veux conquérir le monde? Je te rappelle. L'univers. Équilibre vie pro, vie perso, entrepreneur, maman. Je sais combien c'est difficile de pouvoir allier les deux. Est-ce que tu as des astuces pour gérer ce stress-là? Écoute, mes enfants sont formidables. Ils savent à quel point c'est important pour moi de travailler et d'être là. Et je pense que c'est aussi un exemple pour eux. Non, j'ai pas vraiment d'astuces. Je suis pas. J'essaie de faire de mon mieux et c'est ce que je leur dis tous les jours. Je suis loin d'être parfaite, mais je fais de mon mieux et c'est ça le plus important, de faire de son mieux quoi. Là-dedans, après, c'est sûr que c'est jamais évident de concilier tout entre sa vie perso et sa vie pro. Moi, en tout cas, j'ai pas vraiment de limite entre les deux. C'est vrai que je suis connectée tout le temps, mais je sais leur donner du temps et du temps de qualité quand il faut. Je crois, j'espère qu'ils diraient la même chose. Voilà, ma famille, c'est, j'ai envie de dire, quand tout va bien, je touche du bois, quand tout va bien, ça veut dire que tout va bien, c'est pas de problème de santé. Voilà, j'avance. Le jour où il y a un vrai problème, j'arrête tout parce que ma famille, évidemment, est ma priorité, quoi. Voilà. Donc je gère, ma priorité, évidemment, ma famille. Et à partir du moment où tout va bien, je continue à avancer dans ce sens-là en laissant, j'ai pas vraiment de limite entre mon perso et mon pro, quoi. Mes enfants peuvent venir à mes soirées ou autres de boulot. Enfin voilà, ils sont là, quoi qu'il arrive, au cœur de ma vie. Et quand ils étaient petits, j'ai vraiment pris un bureau à 100 mètres de mon appartement. Ils passaient avec la nounou en sortant de l'école. Je rentrais dîner, je retournais bosser après. Enfin voilà, j'ai essayé de mener ça comme ça, enfin en tout cas du mieux que j'ai pu. Après, on peut toujours faire mieux, ça c'est sûr. Tu sais, même en n'étant pas là, ça je le dis assez souvent, même en n'étant pas là, on transmet des choses à ses enfants. Oui. Parce que c'est l'autorité parentale, on est un modèle. C'est un modèle potentiel sur lequel en fait nos enfants vont avoir cette comparaison et en fait à partir de là se construire, soit j'ai envie de faire pareil, soit j'ai envie de faire différemment. Et après j'ai eu de la chance, ils ont un père formidable qui s'est toujours, qui s'est toujours super bien occupé d'eux, donc il y a aussi un équilibre qu'on a eu dans le couple. Donc pour eux, je crois en tout cas que ça va. Lisa, si tu devais donner un conseil à un jeune homme ou une jeune femme qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat,
dans le secteur de la mode aujourd'hui. Quel est le conseil que tu lui donnerais et surtout, quels sont les défis que tu vois arriver et surtout les compétences qu'ils doivent développer pour y arriver? Quels sont les pièges à éviter et quelles sont les compétences qu'ils doivent avoir aujourd'hui pour maximiser leurs chances de réussite? Alors, moi, je crois que si on a envie de le faire, il faut le faire et il ne faut pas se poser trop de questions parce que le jour où on se pose trop de questions, c'est sûr qu'on n'y va pas. Parce que, je veux dire, on a envie de dire, on savait que c'était impossible et elle a réussi, quoi. Parce que vraiment, se lancer aujourd'hui, et même la réalité, c'est que si je devais refaire ce que j'ai fait, je ne suis pas sûre que je le refasse. Si aujourd'hui, on me dit, voilà, tu connais tout, tu le refais ou pas? Enfin, tu redémarres à zéro, une nouvelle marque? Non. Enfin, on le fait, enfin, moi, je l'ai fait à un moment où c'était le bon moment dans ma vie de le faire. Enfin, voilà, j'en avais la juste expérience. Je connaissais pas à quel point ça allait être dur. De jamais rien lâcher, de tout regarder, de toujours être là sur tout. Donc c'est vraiment de se dire, ok, si j'ai envie de le faire, en fait, je le fais. Et je me pose pas de questions, et je le fais. Et j'y arriverai toujours si vraiment j'ai envie. C'est vraiment l'envie qui pousse, parce que vraiment, lancer, voilà, non, c'est pas facile, quoi, de lancer une marque. Non, mais je veux pas dire que c'est facile, mais c'est juste... C'est plus difficile, c'est beaucoup plus difficile qu'il y a quelques années. Exactement. Il y a quand même une non, mais réalité. même il y a quelques années, enfin, on dit toujours ça, mais en fait, chaque période est difficile, chaque moment est difficile. Et qui a dit que la vie devait être facile? Enfin, je sais pas, est-ce qu'il y a des vies vraiment faciles comme ça? Mais bon, les vies faciles, c'est que... Voilà, c'est des vies tièdes aussi, donc bon, moi, j'ai pas envie d'une vie tiède, j'ai envie d'une vie où on y va à fond. Donc après, selon ses choix, ses envies, mais voilà, si vraiment on a envie de le faire, on le fait, puis si on n'y arrive pas, eh ben, on aura toujours appris, quoi qu'il arrive. Moi, j'ai l'intime conviction que quand quelque chose est trop facile, c'est qu'il y a un piège. Et qu'au contraire... Ouais, mais ça n'existe pas trop facile. Si, ça existe, mais tu t'ennuies, tu n'apprends rien du tout, tu te découvres pas, tu grandis pas, ce que tu disais tout à l'heure. Il faut toujours choisir le difficile, en tout cas ce qui est un peu douloureux avant et pendant, et qui est bon après. Mais en fait, t'es dans le bon chemin. C'est comme le sport. C'est le chemin qu'on apprécie, quoi. Ouais. Le sport, t'as pas envie d'y aller pendant que tu y es. Et si t'as pas l'habitude, c'est un peu douloureux, mais en fait, à la fin, ça te fait du bien. Alors moi, je ne fais pas de sport, donc ça, je sais pas. Bientôt. J'ai jamais fait de sport. Bientôt, c'est ça. J'ai vu que j'aime pas trop être numéro 2 et que j'ai jamais fait de sport. L'esprit de compétition, est-ce que tu faisais du sport d'équipe quand tu étais... Non, j'ai jamais fait de sport. Ok. Peut-être parce que j'étais pas bonne et que du coup, je vais pas dans des sujets, je choisis mes batailles. D'accord. Si tu devais choisir un sport aujourd'hui, ce serait lequel? Si je devais vraiment choisir un sport, la boxe. Je te vois bien là-dedans. On va passer à une partie un peu fun de l'interview. En même temps, je te dis la boxe, mais tu vois, mon fils est champion de judo. Il est ceinture noire et il a fait les championnats de France. Et je trouve que c'est un super sport. Je trouve que c'est un sport avec des valeurs. Je trouve que c'est un sport avec du respect. C'est vrai que je dis la boxe, mais non, en fait, je change, je dirais le judo. Parce que je trouve qu'il y a en même temps, on est des guerriers, mais dans la douceur, quoi, et avec beaucoup de valeurs et beaucoup de respect. C'est vrai. J'ai assisté à un match de boxe il y a quelques mois et j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de limites de respect, mais aussi d'affection. De judo, tu veux dire? Non, excuse-moi, de la boxe. Ah, de la boxe. La boxe, c'est plus dur. C'est un peu plus dur, moi, mais à j'étais la au MMA là, il y a pas longtemps pour accompagner mon fils. C'est très 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 violent. Pendant. Oui. Mais après, il y a une affection, un respect entre les joueurs que tu retrouves pas que tu retrouves mais pas. Je trouve que dans les arts martiaux, c'est encore plus fort. Ok. Une dernière question avant de passer à la partie un peu ludique de l'interview. Qu'est-ce que tu dirais à la Lisa qui avait 20 ans? Qu'est-ce que je dirais à la Lisa qui avait 20 ans? Souvent, quand j'avais 20 ans, je me disais « Ouah, j'admire cette personne, jamais je serai comme elle. » Et en fait, je me suis rendu compte que, je sais pas, tous les 3-4 ans, j'admirais une nouvelle personne. Puis en fait, je me dis « Ouais, finalement, bon, aujourd'hui... je sais pas pourquoi je l'admirais autant, parce que je suis pas si loin. Et je trouve que des fois, on regarde avec son regard de un peu immature sur certaines situations. Et c'est ce qui m'a toujours poussée à passer l'étape d'après, en fait.
d'avoir un mentor. Ça t'a servi à te développer. Exactement. D'avoir ce modèle-là, d'être inspiré par une personne, te pousse en fait à te rendre meilleur. Et une fois que tu y arrives, mais en fait, tu te dis bon. Et tu cherches le next. Exactement. Même si mon père sera toujours le meilleur. Je trouve que voilà, dans sa vie, on a toujours des gens qu'on a envie qui nous inspirent et qu'on a envie d'égaler. Et à un moment donné, 3-4 ans après, on se rend compte que ok, en tout cas, on a appris beaucoup. Et la next step, une autre personne, et finalement, on a appris beaucoup. Puis la next step, voilà, donc il faut viser Steve Jobs et peut-être qu'un jour... mais c'est une super technique. Vrai, c'est une super technique du modèle. D'étape par étape, quoi, pour justement aussi de se dire... parfois, je me dis, waouh, chaque jour suffit sa peine. Ne prendre pas d'acompte sur les problèmes, sur le lendemain. Et voilà, d'avancer aussi étape par étape sans... Donc, c'est bien d'avoir sa vision, mais des fois, dans le quotidien et dans l'opérationnel, de se dire... bon. Waouh, en fait, chaque victoire aussi, quoi, et même petite victoire, et de là, la ça nous fêter. permet. Parce que sinon, tu n'apprécies plus. On n'apprécie plus rien et on n'avance pas, quoi. Donc, je trouve que c'est une super façon de fonctionner parce que déjà. L'inspiration, avoir des modèles, c'est important. Il ne faut pas rentrer dans une admiration totale à 100%. C'est juste cette partie-là, chez telle personne, me plaît. Qu'est-ce que je peux mettre en place aujourd'hui pour me développer sur tel sujet ? Exactement. Si, par exemple, je trouve que cette femme, Lisa, a vraiment confiance en elle, qu'est-ce qui prouve que Lisa a confiance en elle ? Il faut toujours décortiquer. Qu'est-ce qui prouve qu'elle a confiance en elle ? Qu'est-ce qu'elle fait qui prouve qu'elle a confiance en elle ? Et comment moi, je peux me développer pour avoir plus confiance en moi ? Et c'est comme ça qu'on se développe. C'est vrai que c'est pas toujours... Enfin, moi, j'ai eu cette chance d'avoir grandi dans une famille avec des parents vraiment qui m'ont toujours donné tellement d'amour, qui ont toujours cru en moi. Et je trouve que ça, je sais pas comment on peut évoluer et aussi avoir confiance en soi quand on nous a toujours dit qu'on était nuls. Enfin voilà, il faut un énorme travail. Déjà avoir envie et faire un énorme travail sur soi. Enfin voilà, pour pouvoir progresser là-dessus. Donc c'est peut-être toujours plus facile quand on a eu cette chance de grandir dans un environnement d'amour et de respect. Je pense que c'est peut-être l'une des plus grandes chances que j'ai eues aussi, et de valeurs de travail, d'inculquer les bonnes valeurs aussi. C'est une chance parce qu'il y a une différence entre confiance en soi et estime de soi. Quand on a beaucoup reçu dans son rang justement de l'amour et qu'on a été valorisé, on a une juste estime de soi et l'estime va porter la confiance en soi. C'est ça qui va te permettre aussi d'oser faire des choses parce que tu es rassuré. T'as jamais l'impression finalement de tout perdre. Exactement. Parce que tu peux retourner à ce que tu as toujours connu, justement, cet amour qui est au fond de toi. Il y a un autre gros entrepreneur qui a eu une très belle réussite qui m'a dit la même chose parce qu'il prend beaucoup de risques dans ses entreprises et je lui ai posé cette question, je lui ai dit mais tu n'as pas peur justement de tout perdre parce que parfois tu mets tout sur la table et tu peux tout perdre. Il me dit j'ai pas peur en fait, je n'ai pas peur de tout perdre parce que au fond de moi j'ai toujours l'amour de ma mère et c'est quelque chose dans lequel je vais et ça me booste et j'ai pas besoin. Et perdre quoi au final, moi si demain perdre quoi je sais que je m'en sortirai toujours quoi. Non mais c'est vrai qu'on se construit. C'est vrai qu'on essaie toujours de voir les gens qui réussissent et finalement on se rend compte qu'il n'y a pas de règles parce qu'il y a des gens qui se construisent avec la carence, il y en a d'autres qui se construisent avec le fait d'avoir beaucoup, donc je sais pas, peut-être que toi tu as réussi à en identifier, mais je me rends compte qu'au final il n'y a pas vraiment de règles quand on écoute tous les succès des uns et des autres et on peut réussir à se construire dans l'amour, on peut essayer d'avoir une revanche contre la vie, contre la carence de ce qu'on a pu manquer à un moment donné. Donc voilà, en tout cas moi j'ai cette chance d'avoir pu grandir dans cet environnement-là et c'est ce qui me rend heureuse aussi aujourd'hui. Oui, la carence peut aussi te porter. J'avais écouté une interview de Kev Adams qui disait en fait depuis qu'il est tout petit, il s'est jamais senti le bienvenu. Et c'est ça qui l'a boosté en fait quand on lui dit non. En fait, il trouve toujours le moyen de rentrer. Si c'est pas par la grande porte, en fait, je vais rentrer par la fenêtre et à la fin, en fait, à la fin, ils vont m'inviter, ils vont même mettre le tapis rouge pour rentrer. Donc les deux après, sont moi, je crois que tes pensées sont créatives, enfin pensées créatives, sans aller dans le spirituel, mais finalement, à force de croire en certaines choses, tu mets tout dans ta vie. Pour aller dans cette direction-là et au final tu finis par y arriver et ça c'est important aussi pour avancer et réussir ce que tu as envie de faire. On passe à la partie ludique de l'interview. Si tu étais
Tu n'es pas obligé de donner des explications. Tu peux répondre de façon à ce qui te vient en tête, la première chose. Si tu étais une couleur. Moi, j'aime le noir, parce que le noir, c'est chic, mais en même temps, c'est... Les gens pourraient dire que c'est le deuil, mais moi, je trouve que le noir, c'est chic. Tu portes souvent le noir, d'ailleurs. Je porte très souvent le noir. Si tu étais un vêtement. Une culotte. Si tu étais une ville. Je ne pourrais être que 3 villes, Paris, New York, Los Angeles. Si tu étais une époque de la mode. J'aurais voulu être Coco Chanel et mettre le pantalon sur toutes les femmes. Alors justement, les femmes, tu parlais de confiance. Est-ce que c'est liberté ou pouvoir ? Pourquoi choisir ? Si tu étais une citation inspirante. Alors moi, j'adore Jean d'Ormesson et il reprend souvent une phrase de Goethe qui dit « Quelle qu'elle soit, la vie est belle ». Merci Lisa pour Merci cet échange Nadia. et pour ta générosité. Merci à toi. À bientôt. À bientôt.